Donc, voilà, dans le cadre de ce webinaire sur la filière réemploi des matériaux du bâtiment, il s'inscrit dans le cadre d'un parcours donc qu'on lance avec ce webinaire qui vise notamment à pouvoir accompagner, outiller les structures de l'insertion par activité économique qui souhaitent développer une activité de réemploi des matériaux en insertion. Donc, c'est un parcours qu'on a imaginé en 3 temps, avec vraiment pour objectif d'avoir les réponses aux questions que vous vous posez, de pouvoir en échanger, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'outiller, et puis de pouvoir aussi prendre contact, être aussi dans une dynamique de coopération entre vous, structures de l'insertion et acteurs de l'ESS, pour pouvoir travailler ensemble au développement de ces activités qui peut-être aujourd'hui sont des activités que vous avez déjà développées, mais où vous souhaitez aller plus loin, ou des activités que vous auriez envie de développer. Il y a des stades un petit peu différents. Mais en tout cas, on a pensé ce parcours à l'intention de vos structures, et notamment en ciblant plus spécifiquement des binômes responsables de pôle ou responsables de structure avec des encadrants techniques, ce qui nous semblait intéressant d'avoir les deux visions, et c'est aussi ce qu'on va essayer d'apporter tout au long de ce parcours. Donc, c'est un parcours imaginé, comme je le disais, en 3 temps. Donc, ce webinaire aujourd'hui qui vise vraiment à introduire le sujet, à poser les enjeux et à vous partager des retours d'expérience sur des activités de réemploi de matériaux qui peuvent être menées par des structures de l'insertion. Le second temps de ce parcours, donc ce sera, vous seront proposées des visites. Donc, on est en train d'organiser des visites de chantier de déconstruction et des visites de recyclerie de matériaux. On vous en dira plus à la fin de ce webinaire, et on aura plus d'informations très rapidement à vous communiquer. Et le troisième temps, ce sera plutôt un temps de formation-action. L'idée, c'est pour les structures qui ont suivi ce parcours et qui souhaitent aller plus loin aujourd'hui et vraiment approfondir leur stratégie de développement d'activité et être accompagnés dans cette perspective sur la définition plus précise de l'activité, son modèle économique, sa cible. Donc, ce sera une journée de formation à action qui aura lieu en septembre, qui sera animée par Noria Formation. Donc, voilà sur le cadre de ce webinaire. Pour intervenir aujourd'hui et pour dérouler un petit peu le webinaire, donc on vous propose 4 séquences. Une première séquence où on reviendra notamment, on vous présentera un panorama de la filière réemploi des matériaux du bâtiment et de la dynamique d'acteurs qu'il y a aujourd'hui en Bretagne. Donc là, j'interviendrai aux côtés de Franz Dagneau, qui représente Noria Formation aujourd'hui. Une seconde séquence pour vous partager les enjeux que nous, on identifie aujourd'hui, à la fois les enjeux pour la filière, mais aussi les enjeux pour les structures de l'insertion à développer une activité sur cette filière. Donc là, Franz Dagneau interviendra aux côtés de Benoît Cafaro, qui représente la Fédération des entreprises d'insertion. Et ensuite, on vous proposera 2 temps, 2 séquences retour d'expérience. Un premier retour d'expérience sur la mise en place d'une activité de dépôt sélectif sur chantier, donc par Laurent Mellet d'Adalea, qui est une structure d'insertion basée à Saint-Brieuc. Et un second retour d'expérience de mise en place d'une activité de collecte, vente de matériaux de réemploi au sein d'une recyclerie de matériaux. Et là, c'est donc Laetitia Palmar de la recyclerie Matelot à Vannes qui vous partagera son retour d'expérience. Voilà, donc on prendra les questions, bien sûr, au fil de l'eau sur le chat. N'hésitez pas à les poser. Et on aura des temps d'échange plus dédiés lors des séquences 3 et 4, notamment. Donc, pour commencer, pour vous dresser un petit panorama de la filière en Bretagne et de la dynamique d'acteurs existante, je vais d'abord laisser la parole à Franz pour vous partager un petit peu ce contexte et ce panorama. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Franz Dagneau du centre de formation Noria Formation, où on développe des formations au réemploi de matériaux.
Du coup, c'est pour vraiment avoir les éléments de contexte de quoi on parle lorsqu'on parle de réemploi de matériaux. À travers ce schéma, on va commencer par l'extérieur. C'est ce qui se passe ultra majoritairement dans le monde aujourd'hui de la construction. On extrait des ressources, hein. Le BTP, c'est le premier extracteur de ressources naturelles. Ensuite, on les transforme, on les transporte à chaque fois, hein. On construit la vie du bâtiment, puis lorsqu'on n'a plus l'usage, il est démoli et les matériaux sont mis en enfouissement, etc. Ça, c'est donc ce qui se passe majoritairement. Ce qui se développe depuis un certain nombre d'années, mais qui reste aujourd'hui minoritaire, c'est la partie recyclage. Donc, lors de la démolition, on parle plutôt de déconstruction. Et du coup, les matières, elles repartent dans un cycle de transformation, mais qui est aussi très consommateur d'énergie. Et le troisième cercle le plus intérieur, c'est celui des réemplois, où là, il y a une phase supplémentaire, où il y a un diagnostic, où on évalue les éléments qui sont présents dans le bâtiment. Ensuite, dans la déconstruction, il y a un soin qui est fait pour déposer l'élément. Ensuite, éventuellement, il est préparé pour l'adapter pour sa nouvelle vie. Et puis, du coup, il repart dans une nouvelle construction ou la même construction, mais il repart pour un nouveau cycle. Je vais passer de la diapo suivante. Et du coup, dans les termes qui sont très importants à avoir, lorsqu'on parle de réemploi, en fait, on parle de deux notions qui sont réemploi et réutilisation. C'est parce que le Code de l'environnement, il détache ces deux mots, mais grosso modo, c'est la même idée. Et c'est important de distinguer réemploi et réutilisation du recyclage. Le recyclage, c'est vraiment quand la matière, elle est complètement détruite, décomposée pour la recomposer plus tard. Et surtout que lorsqu'on parle de recyclage, ça prend le statut de déchet. Ce qui fait que lorsqu'on parle de réemploi, avant de parler de recyclage, on respecte bien la hiérarchie des modes de traitement, qui est aujourd'hui obligatoire depuis 2015, qui est inscrite dans le Code de l'environnement, où à la fois, ça ne rentre pas dans le statut de déchet, donc il y a des choses réglementaires, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais avant tout, c'est aussi le bon sens de d'abord se dire, est-ce qu'un déchet peut être produit? Est-ce qu'on peut l'éviter par le réemploi et que l'élément peut être remis en œuvre autre part? Et sinon, il y a différentes solutions. Donc, cette hiérarchie, elle n'est pas forcément très connue des acteurs, pourtant elle est réglementaire et elle a un fort enjeu. Et donc, pour vous présenter un petit peu aujourd'hui qui sont les acteurs de l'ESS qui se positionnent sur ces enjeux-là, en réponse à ces enjeux-là, et quelles sont les activités qu'ils ont développées. On vous partage cette cartographie, qui est une cartographie à date qui évolue beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup de développement d'activités et que c'est un réseau qui est assez mouvant et qui accueille de nouveaux projets, de nouvelles activités, notamment ces dernières années. Donc aujourd'hui, ce sont une vingtaine d'acteurs donc répartis partout sur le territoire régional de la Bretagne et qui ont développé des activités donc que vous repérez de manière avec les petites pastilles de couleurs. Des activités autour du réemploi. Donc, dans les activités de réemploi, on va mettre tout ce qui est dépose, collecte, stockage, vente, reconditionnement. Il y a des acteurs qui ont des activités autour du tri et du recyclage de matériaux. On avait vu que c'était aussi complémentaire à tout ce qui était enjeu de réemploi. Des acteurs qui développent des activités plutôt de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui proposent des diagnostics PEMD. Et des acteurs qui se positionnent aussi sur tout ce qui est formation, puisqu'il y a des enjeux aussi à développer les compétences sur cette filière qui est en développement et où il y a des enjeux aussi de monter en compétences des acteurs sur ces activités-là. Donc voilà, pour vous donner un petit panorama des acteurs et donc pour reprendre un peu plus spécifiquement les champs de compétences qui proposent aujourd'hui et qu'ils ont développés. Donc, il y a vraiment, comme je disais, tout ce qui est de l'ordre des compétences opérationnelles. Donc là, ça va être des chantiers d'insertion, notamment qui vont faire de la dépose sélective. Il y a aussi des structures qui font de la dépose qui ne sont pas en insertion, des recycleries de matériaux, des plateformes de matériaux donc, qui font du stockage, ou souvent de la vente par ailleurs. Pour certains, ils s'adressent
aux particuliers essentiellement, d'autres aux professionnels et d'autres aux deux. Enfin, voilà, c'est un sujet qu'on réévoquera aussi tout au long du webinaire, de savoir aussi la cible des activités développées. L'autre gros champ de compétences, c'est effectivement tout ce qui est plus ingénierie, appui des maîtrises d'ouvrage. Donc là, avec un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi, ce qui est assez important aujourd'hui aussi, puisque c'est des compétences nouvelles et que les maîtrises d'ouvrage ont besoin de se faire accompagner également pour penser leur projet dès en amont et pour anticiper et organiser aussi le réemploi dans leur projet de construction. Les diagnostics PEMD, donc on verra qui sont des diagnostics qui permettent un petit peu d'identifier les ressources en matériaux dans le cadre de chantiers de déconstruction et qui aujourd'hui sont inscrits dans la loi. Et enfin, tout ce qui est effectivement formation et accompagnement avec le développement de formations certifiantes et de modules vraiment adaptés aux cibles. Donc là aussi, il y aura un petit peu de retour d'expérience à ce sujet, de savoir voilà, quelles sont les formations qui existent aujourd'hui et comment les acteurs s'en emparent. Et donc, ce réseau d'acteurs est aujourd'hui animé au niveau régional par la CRES Bretagne. Donc, la CRES Bretagne, qui est la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Bretagne et qui a pour mission d'accompagner le développement d'une autre forme d'entreprendre et l'accompagnement des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Et donc, elle a ce rôle auprès des acteurs du réemploi des matériaux, d'animation, ce qui permet notamment de pouvoir organiser des rencontres régulières, de fédérer les acteurs, de lever collectivement les freins qu'ils rencontrent et de mener des travaux en commun et de s'outiller. Donc, ce réseau d'acteurs, du coup, il travaille notamment sur le développement des coopérations opérationnelles, donc sur chantier. Il travaille également sur la montée en compétences sur certains sujets, notamment, par exemple, de la réponse. Alors, excusez-moi, il y a un micro d'ouvert. Je vais essayer de voir pour le fermer, mais si la personne a la possibilité de le fermer. Merci. Et le but de ce réseau, c'est également de développer les liens entre l'ensemble des acteurs de la filière et les acteurs ESS du réemploi. Donc, pour ça, on organise des rencontres, des partenariats. Dans le cadre de ce réseau régional, il y a 3 grands leviers qui ont été identifiés pour développer le réemploi des matériaux du bâtiment et sur lesquels on travaille collectivement. Comme je disais tout à l'heure, le développement des coopérations entre acteurs, donc ça passe par plusieurs moyens, ça passe par le développement d'offres commerciales en commun, ça passe par la réflexion sur des schémas d'organisation logistique mutualisés. Voilà, ça passe par une multitude de moyens qui permettent de développer les coopérations et donc de développer les projets et aussi la capacité à répondre à la demande. Le second levier, c'est celui justement d'accompagner les SIAE qui souhaitent développer une activité sur cette filière. C'est un enjeu qui est apparu important pour le réseau parce qu'on voit qu'il y a des structures qui développent des activités sur la filière et que par ailleurs, les acteurs de ce réseau ont des compétences, ont développé une expertise, une connaissance de ce secteur qu'ils souhaitent partager pour accompagner, pour que du coup, ça se fasse aussi en coopération. Que le développement de leur activité se fasse en coopération avec eux et que ça permette aussi, là aussi, de vraiment donner un impact plus fort encore de l'action sur le réemploi des matériaux en Bretagne. Il y a un troisième levier également qui nous apparaît important et qu'on travaille, qu'on n'abordera pas dans le cadre de ce webinaire, mais qui est intéressant aussi à partager aujourd'hui, c'est le fait d'outiller les collectivités pour qu'elles puissent développer le réemploi des matériaux dans la commande publique. Donc voilà, pour ça, on a construit des boîtes à outils, organisé des rencontres. L'enjeu, c'est qu'il y ait aussi plus de marchés qui soient proposés dans ce cadre-là et que ces marchés puissent aussi s'adapter au champ d'action, au champ de compétences des acteurs de l'ESS aujourd'hui. Enfin, voilà, qu'il y a une bonne cohérence entre l'offre et la demande. Donc voilà pour le panorama.
je vous propose de passer aux enjeux pour la filière réemploi des matériaux du bâtiment et pour les structures de l'insertion par l'activité économique. Je continue, on continue de dérouler. Une fois encore, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on aura du temps pour échanger plus à la fin. Donc, sur cette séquence, je vais laisser Franz reprendre la parole. Et du coup, tout ce contexte-là de ce qu'a présenté Mathilde se fait aussi dans le cadre d'un développement du contexte législatif favorable au réemploi de matériaux. D'abord, il y a la loi AGEC de 2020 qui avait du coup un volet assez important sur le réemploi de matériaux à travers différentes choses. La première, c'est le diagnostic déchets qui devient un diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, pour tout ce qui est rénovation et démolition à partir de 1000 m². Et donc ça, c'est à partir du 1er juillet, donc c'est dans quelques jours. Et du coup, c'est tout le fait que les éléments qui composent un bâtiment sont pris comme une ressource et que dans un diagnostic PEMD, il doit être indiqué s'il doit faire l'objet d'un réemploi, d'un recyclage ou d'autres filières de déchets et de valorisation. Donc c'est quand même déjà une reconnaissance qu'il y a des matériaux présents dans un bâtiment qui sont réemployables. Sachant qu'il existe aussi un autre type de diagnostic, mais lui qui n'est pas réglementaire, c'est le diagnostic ressources, et qui est assez connu aussi. Le deuxième élément très important de la loi AGEC, c'est la REP PMCB, ou la REP bâtiment, qu'on appelle aussi, qui est du coup effective depuis le 1er janvier, mais dont on a vu 2022, mais qu'on commence à voir en fait vraiment actif sur différents sujets à partir de cette année. Et en fait, les 4 éco-organismes qui ont été agréés par l'État ont pour objectif que d'ici le 1er janvier 2028, il y ait un passage de 1% de réemploi de matériaux aujourd'hui qui est quantifié à 5%. À la fois, on se dit, bon, bah, 5%, 1,5, c'est pas énorme, il reste 95% de non-réemploi, mais en fait, vu la question, le bâtiment, c'est un secteur par lequel transitent des quantités astronomiques de matériaux, en fait, c'est énorme, ce passage de 1 à 5. Donc, les éco-organismes, ils ont 5 ans, même un peu moins, pour pouvoir justement atteindre ces objectifs et du coup mettre en place un certain nombre de choses. Et du coup, il y a une forte attente vis-à-vis de ça. Et puis également, la loi AGEC intégrait des obligations en termes de réemploi dans la commande publique. Donc, on voit bien qu'il y a un troisième levier qui est aussi la commande publique, avec une obligation, même si il y a aussi d'autres collectivités qui commencent à intégrer dans leur marché des clauses qui intègrent le réemploi. Par exemple, la région Bretagne, bientôt, ça va être une généralisation. On voit bien que cette demande d'activité en termes de réemploi, elle augmente. Ensuite, il y a la loi ESSOC qui n'est pas forcément beaucoup mobilisée, mais qui permet quand même, donc ce permis d'expérimenter, qui permet de déroger certaines normes et qui permet de favoriser le réemploi. Parce qu'aujourd'hui, la question du réemploi, on n'en parlera pas forcément plus, mais il y a un petit sujet réglementaire et assurantiel, etc., mais qui est en train d'être levé. Et donc, en tout cas, pour rassurer aussi des maîtrises d'ouvrage, il y a ce permis d'expérimenter qui est un levier vraiment à mobiliser. Et enfin, la dernière réglementation qui impacte fortement un développement progressif du réemploi de matériaux, c'est la réglementation environnementale 2020, son petit nom c'est la RE 2020, donc qui remplace la RT 2012. Et en fait, la logique c'est que on comptabilise l'impact environnemental de l'ensemble des éléments qui composent un bâtiment, ce qui nous donne ensuite une analyse du cycle de vie d'un bâtiment et une note. Et en fait, plus on va avancer dans les années, plus la note devra être basse. Donc, le bâtiment devra de plus en plus être vertueux. Et dans les modes de calcul qui ont été mis dans la RE 2020, donc pour les constructions neuves, on parle uniquement des constructions neuves pour l'instant, un matériau de réemploi est considéré comme impact zéro. Donc en fait, ça favorise d'intégrer des matériaux de réemploi par rapport à des matériaux neufs. Donc ça, c'est encore un autre sujet qui fait que le réemploi va devenir de plus en plus incontournable dans le monde du bâtiment. Donc ça, on en a parlé. Aujourd'hui, voilà, le bâtiment, c'est le premier consommateur de ressources naturelles. Il y a quelques jours, l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC, a sorti un rapport qui montre que clairement, la transition environnementale telle qu'elle est prévue aujourd'hui dans les cadres politiques, elle ne correspond pas à la ressource
en termes de matière disponible, et en particulier pour le bâtiment. Donc, il y a, en fait, même si la loi accompagne une évolution, mais en fait, les changements de pratique vont aussi venir des acteurs quand ils vont vraiment prendre conscience de cet élément-là. Et du coup, le réemploi va devenir incontournable pour pouvoir travailler dans le bâtiment. Également, ça s'ajoute une pénurie de matière, une hausse des coûts des matières premières, plus avec la REP bâtiment, du coup, une éco-contribution qui est mise sur les matériaux neufs. Donc, une inflation en fait qui est produite par différents éléments des matériaux neufs qui font que le réemploi devient vraiment concurrentiel aujourd'hui et va continuer aussi à l'être. Et puis aussi des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté pour s'approvisionner sur certains matériaux. Donc, on voit bien qu'il y a une marche à passer qui va devenir très exigeante. Et puis, la REP, ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est territorial et qui permet aussi de convaincre des partenaires de s'engager dans le réemploi de matériaux. C'est aussi que aujourd'hui, le secteur du bâtiment est donc le premier producteur de déchets. Ces déchets, ils vont bien quelque part, donc c'est aussi des camions qui vont sur les routes, qui vont des fois loin. Et du coup, le fait de faire du réemploi, c'est aussi limiter des éléments qui vont en benne, limiter aussi les transports d'éléments. Encore une fois, les modèles économiques sont en train de changer par l'évolution de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, où l'enfouissement et l'incinération sont de plus en plus taxés de manière progressive. Ce qui fait que, typiquement, par exemple, il y a quelques années, une tonne qui partait à l'enfouissement, de déchets industriels banals qui partaient, ou qu'on appelle aussi tout venant, qui partaient à l'enfouissement, c'était en gros 120 €, 130 € la tonne. On passe aujourd'hui à 200 et à 250 € la tonne. Donc, c'est encore des prix qui vont augmenter. Donc, ça joue aussi sur les équilibres économiques, sur des opérations de rénovation et de démolition, de dire, en fait, est-ce que cet élément-là, on va le vraiment mettre dans la benne ou pas, ou est-ce qu'on peut le mettre autre part? Et autre part, c'est entre autres dans les filières de réemploi. Ensuite, les avantages du réemploi, c'est que c'est qu'ils sont en faveur d'une circulation locale des ressources, que les chantiers où il faut à la fois récupérer les éléments, les gérer pour les envoyer sur un autre chantier, en fait, c'est des emplois locaux qui sont non délocalisables. En tout cas, on ne va pas exporter ces matériaux pour qu'ils soient préparés dans un autre pays pour qu'ils reviennent chez nous. Ça ne marche pas. Également, ça nécessite un peu des nouvelles compétences qui aujourd'hui se développent. Alors, il y a quelques nouveaux métiers, mais c'est beaucoup des adaptations de compétences qui tournent beaucoup d'abord sur la question de la compréhension des enjeux et de la compréhension de la circulation du matériau pour y apporter le soin qui est nécessaire et bien respecter les attentes, mais je n'irai pas plus loin là-dessus. Aujourd'hui, c'est des ressources qui sont du coup non exploitées qui sont massivement jetées. Et on sait que les réglementations, elles vont aller en augmentant vis-à-vis du réemploi. En tout cas, on voit bien l'évolution des normes européennes dans ce sens. Je laisse Benoît pour... Benoît qui avait du mal à réactiver son micro. Pour compléter ce que vient de dire France, donner une idée du volume par rapport aux objectifs qui sont donnés, il y a des objectifs un peu différents sur la partie déchets inertes et sur les autres déchets non dangereux. C'est des volumes au niveau national qui sont considérables, 600 000 tonnes sur les inertes et 194 000 donc par rapport aux projections de l'ADEME sur les autres produits et équipements de construction. Donc évidemment, ces volumes, même si c'est au niveau national, pour les gérer, pour les collecter, les déconstruire, les collecter, les stocker, les revendre. Ça va nécessiter vraiment un changement d'échelle de l'écosystème qui est en place. Et d'où ce souhait du collectif de l'écosystème existant, des structures qui travaillent déjà sur ce sujet-là, de développer et de proposer parmi le champ de l'économie sociale et solidaire dans sa globalité, de proposer au SIAE, en se disant aussi que
sur les territoires, il y a des compétences existantes et qu'on ne va pas tous, chacun de notre côté, réinventer la poudre, mais plutôt essayer de travailler ensemble et s'appuyer sur les compétences existantes. Donc, les enjeux pour les SIAE, ça va être en premier, effectivement, de diversifier pour celles qui ne sont pas déjà sur le secteur des PMCB, de diversifier son activité. C'est une opportunité, hein, voilà, les volumes sont conséquents, donc il y aura certainement de la place, alors pour tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas de la place pour un certain nombre d'acteurs, bien au-delà de ceux qui sont aujourd'hui, et de travailler ensemble. Il y a déjà cet écosystème qui a bien travaillé, qui est réfléchi ensemble, il y a vraiment des choses qui se mettent vraiment en place. Donc il y a moyen de diversifier ces actions, les postes proposés à ces salariés en parcours d'insertion, et d'aller chercher des opportunités aussi de développement, hein, du coup, de son activité. Donc, deuxième point, voilà, s'appuyer sur les compétences et l'expertise des acteurs, c'est un peu ce que je disais en propos introductif. Il y a des sujets qui existent déjà, du type logistique, par exemple, du type l'habitude de travailler avec tel ou tel acteur, avec telle ou telle collectivité. Donc, au sein de l'économie sociale et solidaire et des SIAE en particulier, voilà, des compétences qui sont intéressantes pour travailler sur ce sujet du réemploi des matériaux. Donc, il y a un écosystème qui travaille déjà et qui peut partager ses compétences, son savoir-faire, et il y a des structures qui ont des compétences et du savoir-faire qui aujourd'hui sont exercées par rapport à d'autres activités, déchets ou pas déchets d'ailleurs, mais qui peuvent servir cet objectif de développer le réemploi des matériaux. Donc l'idée, c'est de mutualiser certaines actions, certaines compétences, de mettre en coopération des acteurs qui sont sur les mêmes territoires ou qui sont sur des territoires différents. Le changement d'échelle, il va passer aussi par une réflexion au niveau territorial beaucoup plus large, au niveau régional, départemental ou régional, puisqu'on va avoir de la production de matériaux réemployables à un endroit, mais la capacité de réutilisation, de réemploi sur ce territoire, elle peut éventuellement être limitée, en tout cas limitée à un instant T. Le stockage, c'est vraiment un gros point clé pour le développement du réemploi des matériaux, parce que c'est facile à un moment de déconstruire, d'identifier, déconstruire, stocker, mais le stock, ça coûte cher. Et s'il faut attendre 1 an, 2 ans avant de réutiliser, ça perd tout son sens. Donc, il y a vraiment ce sujet de mettre en coopération pour que le territoire producteur ne soit pas forcément le territoire de réutilisation ou de réemploi. Et ça peut être le territoire voisin. Et autant sur un territoire, on se connaît en général assez bien, que le territoire voisin, ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer aussi sur ce maillon pour développer un écosystème au niveau régional, voire éventuellement avec les régions limitrophes. Donc, je parle de compétences et de savoir-faire que l'on a déjà dans les structures de l'insertion par l'activité économique. L'idée, c'est aussi de développer des nouvelles activités qui vont être valorisantes et porteuses de sens. On voit qu'aujourd'hui, le sujet réemploi pour nos salariés en parcours d'insertion, certains d'entre eux, hein, évidemment, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est l'opportunité aussi de travailler sur des métiers qui ont plus de sens que ceux qu'on pouvait proposer avant. Alors, il y a évidemment certains de nos salariés qui ne sont pas forcément à la recherche de ce sens-là. Pour parler de l'expérience de Tribord sur le réemploi, au-delà du sujet matériaux, j'ai aujourd'hui des salariés qui sont vraiment très intéressés pour basculer sur nos activités réemploi que l'on a sur déchetterie. Donc voilà, c'est développer les activités, mais en plus qui sont en phase avec les attendus de la population, donc de certains des personnes qui peuvent rentrer dans nos parcours d'insertion. Quand on diversifie
sur les supports d'activité, sur le réemploi. Derrière, c'est tout un tas de missions qui vont être confiées à nos salariés en parcours d'insertion, qui sont multiples. Hein. On parle depuis le début de sujets de déconstruction, on parle de sujets de suivi, de traçabilité. Ça implique également, France évoquait le sujet assurabilité qui est un peu en train de bouger, mais la difficulté aujourd'hui de développer le réemploi, c'est justement, il est prévu dans le cadre législatif qu'il y ait des zones dédiées au réemploi qui maillent un peu le territoire. Mais comment on fait pour assurer la traçabilité et la connaissance du produit quand il va arriver au réemploi? C'est un peu compliqué. Donc, il y a toute une partie organisation administrative là, qui est écrite sur le document, tout un sujet de suivi pour s'assurer qu'à l'arrivée, quand on utilise un matériau, on sait grosso modo quelles sont ses capacités à être utilisées dans telle ou telle condition. C'est aussi tout le sujet logistique, je l'évoquais tout à l'heure, voilà, de déplacer du chantier A, idéalement directement au chantier B, réutilisation, voire vers une plateforme logistique. Et puis, tout le sujet vente. Donc, c'est beaucoup de métiers assez différents, pour ne pas dire très différents, qui peuvent se présenter pour une structure qui se positionne sur le réemploi des matériaux. Là où souvent, dans nos métiers aujourd'hui, enfin, voilà, si je prends gestion de déchetterie, j'ai des agents d'accueil de déchetterie, j'ai des équipiers de collecte, moi aujourd'hui. Et bien demain, on peut avoir des gens qui sont plutôt sur la traçabilité, on peut avoir des postes sur la partie administrative. On sait que ça fait quelques années qu'il y a aussi un attendu de proposer des postes plus type col blanc que col bleu, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Donc, c'est une possibilité qui est ouverte au travers de ces métiers, de ces activités. Et puis évidemment, tout ça, ce sont des compétences transférables. Je ne vais pas faire l'article, je ne vais pas faire l'affront aux SIAE qui sont présentes, mais voilà, évidemment, ce sont des compétences transférables complémentaires à celles qu'on peut proposer. Je reviens aux métiers aux missions que j'ai évoquées juste avant. Voilà, on va vraiment venir renforcer, et ça peut être d'ailleurs sur certains chantiers le même salarié qui va pouvoir réaliser plusieurs missions différentes. On développe un panel assez large, on a une offre d'insertion qui est plus large, on a des compétences transférables plus larges en sortie de structure. Et évidemment, cette opportunité de développer de nouvelles activités pour les SIAE, elle doit se faire en fonction de sa stratégie. Donc ça, c'est une évidence, et au regard du public accompagné. Mais c'est le public accompagné aujourd'hui, et là encore, puisqu'on est sur des missions nouvelles, éventuellement, sur des compétences transférables nouvelles également, c'est aussi la possibilité de s'adresser à un public plus large que celui auquel on s'adresse aujourd'hui. Sortir de certaines activités qu'on a sur un territoire qui peuvent être plus manœuvrières, ou voilà, des métiers où on a parfois du mal à attirer un public plus jeune, ou à l'inverse, à s'adresser à un public plus senior, comme on dit, avoir aussi une mixité dans ces publics. Évidemment, l'occasion de développer une nouvelle activité, en l'occurrence sur le réemploi des matériaux, c'est l'opportunité aussi de diversifier le public auquel on s'adresse, et la clientèle à laquelle on s'adresse également. On peut avoir, là encore, si je reprends la situation de Tribord, puisque c'est celle que je connais, voilà, historiquement, nous, on s'adresse plutôt aux collectivités dans le cadre de marchés publics. Le sujet du réemploi des matériaux, c'est aussi l'opportunité de s'adresser plutôt directement en B2B auprès d'acteurs du bâtiment ou d'acteurs d'échelle. Donc, c'est une façon de s'engager dans cette diversification d'activités, une façon aussi de diversifier les clients auxquels on peut s'adresser. Merci beaucoup, Benoît, pour
pour ce partage des enjeux. Peut-être repréciser effectivement donc, que tu interviens aujourd'hui à la fois en tant que représentant de la Fédération des entreprises d'insertion Oui, et également que tu travailles pour Tribord, donc qui est une tout à fait. entreprise d'insertion. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Tribord, mais Oui. bon, on a d'ailleurs, parmi les présents, on a des gens qui sont déjà engagés sur le sujet, hein. J'ai vu qu'il y avait Retrilogue, j'ai vu des noms tout à l'heure, voilà, qui est déjà engagé là-dessus. Donc, c'est des activités complémentaires. On va avoir différents acteurs. On a les exemples que je connais, mais voilà, il y a déjà pas mal d'acteurs. Et justement, c'est tout l'intérêt de mutualiser et de mettre ensemble, de coopérer ensemble pour développer le réemploi. Merci, Benoît, France, d'avoir voilà, participé à présenter ce panorama et adresser ces enjeux qu'on souhaitait vous partager dans le cadre de ce webinaire. Ça nous semblait intéressant voilà, de vous partager aussi le chemin et la réflexion qui s'est faite au sein du réseau et la manière dont on souhaitait aussi accompagner les structures d'insertion dans cette réflexion. Vous avez aussi certainement des enjeux, des problématiques à partager. Je vois qu'il y a une première réaction sur le chat de Denis Auger qui parle autour de la logique de mutualisation des moyens. Le fait de pouvoir envisager une gestion, notamment la participation au coût de transport et de logistique pour le transfert des collectes vers d'autres unités de stockage et de réemploi. Donc, voilà, ça fera partie des éléments qu'on peut avoir à l'esprit. Je ne sais pas si Benoît, tu veux réagir. Après, il y aura les retours d'expérience qui permettront aussi, je pense, d'apporter des éléments par rapport à ça. Ouais, je laisserai répondre plus précisément par les acteurs qui sont en place. Mais aujourd'hui, donc, on l'a évoqué rapidement, mais il y a la REP PMCB qui est en place. Je pense que tout le monde est au courant, mais il y a plusieurs éco-organismes qui ont été agréés. Il y a une certaine guerre, pour ne pas dire concurrence, plus simplement entre certains éco-organismes. Donc, sans dire que ça permet d'avoir un tapis rouge qui est déroulé devant nos structures, loin de là, loin de là. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même un attendu de la part de ces éco-organismes, à voir comment ça va se concrétiser, il faut rester très prudent. Mais en tout cas, voilà, des objectifs relativement ambitieux, pour pas dire très ambitieux, et va y avoir des sujets. Aujourd'hui, les soutiens dans le cahier des charges, c'est des soutiens sur les points de reprise pour qu'il y ait des zones réemploi qui se développent, donc ça ne répond pas forcément à la question, et des sujets de contrats de reprise sans frais des déchets issus de l'activité réemploi. Qu'est-ce que ça veut dire pour le transport logistique ? Je crois qu'à l'heure actuelle, mais si quelqu'un a une information précise, tant mieux, mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est loin d'être clair. Il y a pas mal de lobbying qui est fait au niveau de SS France pour avancer sur ces sujets-là auprès des éco-organismes. Ils sont venus en région, voilà, ils font miroiter beaucoup de choses. Il y a sans doute moyen de collectivement d'obtenir des choses de manière plutôt expérimentale sur le territoire. Ils sont dans une logique aussi d'essayer des choses sur des territoires différents pour un moment construire leur modèle. Donc, si collectivement on porte le même message, il y a peut-être des opportunités. Mais c'est sûr que la logistique, transport, stockage, c'est ce qui coûte cher, pardon. Aujourd'hui, c'est loin d'être garanti d'avoir des soutiens à ce niveau-là. Merci pour ces éléments de réponse et peut-être que je vous propose qu'on mette ça en discussion et en débat à l'issue des retours d'expérience si vous souhaitez apporter d'autres éléments. Donc, pour poursuivre ce webinaire, je vais proposer à France de reprendre la main voilà, pour présenter un petit peu des réflexions autour de les liens entre la chaîne de valeur du réemploi et l'insertion. Du coup, pour prolonger un petit peu et y voir un peu plus clair là, quand on parle de réemploi de matériaux et des différentes activités qui sont possibles, là, vous avez l'ensemble, alors une synthèse de la chaîne de valeur des différentes étapes du réemploi de matériaux, avec en jaune en fait les étapes dans lesquelles aujourd'hui il y a des acteurs de l'insertion qui se sont déjà positionnés, que ce soit en Bretagne ou ailleurs en France. Donc
dans la première étape de cette chaîne, c'est la question de la maîtrise d'ouvrage, hein, qui commande un ouvrage. Aujourd'hui, elle se fait accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir justement atteindre des objectifs réemploi, parce qu'elle ne maîtrise pas forcément en interne ces sujets-là. Le bâtiment, il y a un diagnostic qui est fait, on en a parlé. En parallèle, la maîtrise d'œuvre intègre à sa conception le réemploi, alors que ça soit d'intégrer de matériaux de réemploi, que ça soit de réemployer in situ des matériaux de réemploi. Ensuite, une étape clé qui est ce qu'on appelle alors la dépose sélective ou dépose préservante, qui est le fait de prélever le matériau dans le bâtiment en suivant un protocole, une méthodologie, et le conditionner, pareil, selon un protocole, une méthodologie, et plus de la traçabilité. On y reviendra tout à l'heure dans la présentation de Laurent Dadalea. Ensuite, les éléments sont collectés. Des fois, c'est les mêmes opérateurs, des fois, c'est d'autres. Donc là, on parle de transport. Ce transport, il peut aller via une unité de ce qu'on appelle préparation réemploi. On pourrait renommer remise en état du matériau, que ça peut être juste du nettoyage, une réparation, un changement de pièces, une vérification, etc. Donc un soin au matériau plus ou moins important qui peut être fait en fonction de la typologie du matériau, mais aussi de la commande. Ensuite, le matériau est vendu, puis reposé, mais il se pose aussi l'enjeu de la question de la maintenance des bâtiments, comment les agents de maintenance aussi s'intègrent dans cette logique-là et en fait, se fournissent à partir de matériaux qu'ils ont déjà déposés à des endroits dans une autre pièce ou dans un autre bâtiment, comme ils gèrent un stock, voilà, c'est les sujets également. Et puis, dernier élément, c'est sensibiliser, parce que forcément, lorsqu'on fait du réemploi, comme c'est encore assez nouveau, il faut communiquer, il faut partager, il faut montrer que c'est possible, que ça marche et pourquoi on le fait. Et je reviens juste sur l'étape de collecte, où potentiellement, il n'y a pas de préparation réemploi et on va directement vers la vente ou même directement vers la repose de l'élément. Donc voilà, là, c'est de voir un peu plus clair les différentes activités. Et puis celles qui vous êtes un peu plus présentées en détail, dépose et vente, à quel endroit ça se situe de cette chaîne de valeur. Et puis, pour terminer là-dessus, on voit bien aussi qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, que ce soit des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, des collectivités, donc des maîtrises d'ouvrage publics ou privés, elles sont en attente que des acteurs se positionnent pour répondre à leurs besoins en matière de réemploi. Et en particulier, en matière d'action de dépose, d'avoir des structures qui sont en capacité de réaliser des dépôts sélectifs, qui potentiellement peuvent s'associer au curage, comme on le verra, mais de savoir aussi proposer des solutions de collecte, mais aussi de préparation des matériaux au réemploi, tout ça dans un enjeu de changement d'échelle. Un changement d'échelle où le réemploi à l'échelle du particulier, il se fait de manière assez importante, parce que les gens font facilement de la réutilisation à leur échelle. Mais là, l'enjeu, c'est d'intégrer dans des matériaux pour des maîtrises d'ouvrage avec des volumes potentiellement importants de matériaux. Donc aussi, il faut des structures qui sont en capacité de gérer ces volumes-là, ce que de toutes petites structures ne sont pas en capacité. Et du coup, de pas seulement vendre d'avoir en clientèle une clientèle de particuliers, mais aussi de répondre en tout cas d'avoir une offre de service qui puisse correspondre à une clientèle de professionnels et de professionnels dans cette diversité, que ce soit des petites maîtrises d'ouvrage comme des grosses maîtrises d'ouvrage. Franck, je me permets juste de compléter, c'est Benoît. Dépose, collecte. Entre la dépose et la collecte ou après la collecte, il y a aussi, donc, on fait de la dépose sélective, préservante. C'est aussi tout le stockage préservant qui est extrêmement important, parce que c'est fait, alors facile ou pas d'ailleurs, mais de faire de la dépose préservante. Mais si derrière, le matériau est abîmé avant le transport, pendant le transport ou après le transport, on a perdu la matière et on a perdu donc de la valeur également. Et ça aussi, c'est extrêmement important et on peut être attendu là-dessus. Il y a eu sur Brest la réserve des matériaux en lien avec Tribord. C'est une mission particulière qui était confiée. Donc voilà, je peux juste de compléter le document qui est très bien fait par ailleurs, mais il y a aussi toute cette notion de préserver la matière pour conserver sa valeur pendant toute la chaîne entre la dépose et jusqu'à la vente. En fait, je m'arrêtais même avant, mais ça va jusqu'à la vente. Merci pour ces éléments. Et en effet, dans la continuité également de ce que disait Franz sur
L'enjeu aussi à répondre à une demande croissante de la part de la maîtrise d'ouvrage, à être en capacité voilà, d'avoir les moyens de répondre à des volumes qui vont être de plus en plus importants. C'est là où aussi, nous, on veut faire valoir l'enjeu de coopérer entre structures pour être en capacité de répondre à cette demande-là. Et c'est là où ça nous semble intéressant, du coup, de développer aussi des liens avec les structures de l'insertion. Et par ailleurs, voilà, de développer l'ensemble des coopérations avec les acteurs de la filière pour répondre à cette demande croissante qui va arriver, notamment avec la mise en place de la REP PMCB et de l'évolution des pratiques. Donc, pour illustrer tout ça, on vous propose aujourd'hui 2 retours d'expérience sur voilà, par rapport à la chaîne de valeur qu'on vient de vous présenter, 2 types d'activités différentes qui ont été développées. Donc, pour commencer, une activité de dépôt sélectif, des pauses préservantes, je laisserai Laurent utiliser le vocabulaire qu'il souhaite. Et donc, c'est Adaléa qui va témoigner de ce retour d'expérience et qui va partager voilà, la manière dont le projet s'est mis en place, les freins qui ont pu être rencontrés, comment il y a eu des choses qui se sont adaptées, aujourd'hui sur quel type d'activité précisément les salariés sont positionnés, voilà, des réflexions sur les modèles économiques. L'objectif, c'est voilà, d'illustrer un petit peu ces propos pour vous montrer concrètement comment une activité peut se développer sur la phase des pauses. Donc, je vais laisser Laurent prendre la main et donc il y aura un petit temps de présentation, une dizaine de minutes, et ensuite on vous laissera poser vos questions à l'oral pour plus d'interaction. Merci Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Donc une présentation effectivement sur la mise en place de l'activité de dépôt sélective sur chantier qu'on a initié depuis 2 ans. Au sein d'Adaléa, je vais faire un rapide retour quand même pour présenter l'asso. L'association Adaléa, elle est basée à Saint-Brieuc. Vous avez une petite carte à droite là qui voilà, détaille les différents lieux d'implantation. On a 4 grandes activités. On est ce qu'on appelle un ensemblier AHI, accueil, hébergement, insertion. Et donc, ça se décline à travers les 4 pôles là, qui sont illustrés à gauche. Accueil, écoute, éveil social. Donc là, on est vraiment sur le champ de l'urgence sociale. Logement, hébergement pour l'accompagnement vers et dans le logement. Emploi, formation pour l'insertion des jeunes bénéficiaires du RSA et demandeurs d'emploi. Et puis notre atelier et chantier d'insertion. Donc à Adaléa, on est 140 salariés. On accueille à peu près 8500 personnes au travers des différents dispositifs que l'on gère chaque année. Et puis, on a un budget d'environ 8 millions d'euros, composé pour 70% sur la forme de subventions, hein, puisqu'on est un acteur en fait de l'action sociale, d'abord et avant tout, et pour 30% de prestations, dont les prestations qui sont menées sur les chantiers d'insertion. La diapo suivante, Mathilde, c'est voilà, au niveau de l'association, donc la raison d'être du pôle insertion par l'activité économique, c'est d'accompagner les personnes vers la sortie de la précarité par le travail et de contribuer à faire de l'emploi un droit, hein, en prenant au pied de la lettre le préambule de la Constitution, chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Donc on a porté différents projets, hein, on est acteur sur la reconnaissance des acquis de l'expérience, on a été formé à la démarche de médiation active Sève Emploi. Bon, les acteurs de l'insertion, je ne reviens pas là-dessus, vous savez sans doute ce que c'est, puis sinon on pourra en discuter au moment des questions. Et on était aussi un acteur important de la mise en place du projet Territoire zéro chômeur longue durée sur le territoire de Saint-Brieuc-Ploufragan, qui a été habilité donc le 22 mai. On a aussi et surtout donc un atelier et chantier d'insertion. C'est un chantier de peinture second œuvre bâtiment. On accueille à peu près 25 personnes chaque année. Donc on est une petite équipe, un 8,5 ETP, ça fait 10 à 12 personnes par an. Les 3/4 sont des personnes ayant droit à RSA. On a 80% d'hommes, ça c'est un sujet sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Un budget de 400 000 € et une réorganisation importante en 2020 pour conforter et développer le lien avec les entreprises du territoire.
Donc en fait, l'idée de départ, c'était de développer l'activité de la structure. On a réfléchi à pas mal de solutions, mais l'idée, c'était de construire avec les personnes des parcours progressifs vers l'emploi durable, en veillant à éviter les ruptures de parcours. Donc c'est la logique de la médiation active, hein, c'est l'accompagnement vers et dans l'emploi, mais aussi diversifier les profils de personnes accueillies et accompagnées. Je l'ai dit à l'instant, hein, 80% d'hommes, moyenne d'âge de 40 ans, des projets professionnels qui sont pas celui forcément de la peinture, mais qui sont marqués par le bâtiment. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein, mais ça marque de fait le public. Et donc l'idée, c'était d'essayer de réfléchir à des nouvelles activités plus diversifiées et puis sortir un peu du champ bâtiment, à la fois dans l'activité, mais aussi dans l'image qui est renvoyée des métiers du bâtiment, et capter aussi des publics bon, voilà, qui peuvent avoir des problématiques de santé, par exemple, et qui peuvent se sentir un peu rebutés par la notion de métier du bâtiment. D'où ce qui est une grande convergence avec ce qui est évoqué juste avant, hein, c'est-à-dire que la diversité des métiers dans le champ du réemploi, elle est très intéressante pour ça. Donc on a étudié plusieurs pistes, hein, depuis 2018, et puis il y a eu un appel à manifestation d'intérêt porté par Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui est une agglomération très active sur ces sujets-là, puisqu'elle est lauréate, hein, de l'appel à projet de l'ADEME Territoire économe en ressources. Donc, appel à manifestation d'intérêt par l'agglo en 2019 sur le projet de rénovation d'une déchetterie, au sein de laquelle il était question voilà, de mobiliser différents acteurs qui puissent être dans la co-animation de la vie de cette déchetterie et dans la valorisation des éléments qui étaient emmenés en déchetterie. Et puis, au fil des échanges, alors nous, on était au départ dans l'idée de pouvoir proposer une recyclerie généraliste adossée à une épicerie solidaire. Et puis, bon voilà, compte tenu du paysage local, on n'a pas trop cru dans ce projet, étant donné qu'il y avait déjà une offre localement. Par contre, a émergé assez vite l'idée d'une valorisation des matériaux du bâtiment. Voilà. Donc en fait, quand on a un peu creusé le sujet, en fait, pourquoi le réemploi des matériaux du bâtiment? Parce qu'on a vu qu'il y avait un vide au niveau local là-dessus. On était en 2020. Pour nous, on l'a perçu comme un pas de côté dans la mesure où en fait, on est déjà dans les métiers du bâtiment, on accueille parmi nos salariés des gens qui sont d'anciens menuisiers, des plaquistes, des plombiers, des électriciens, des gens qui ont déjà un parcours, qui ont déjà des compétences en fait du bâtiment, parfois des compétences assez générales parce qu'ils ont exercé plusieurs métiers. Et que ces compétences-là, elles sont toujours là. Et que l'idée, c'était aussi de pouvoir mobiliser les salariés sur ce qu'ils savent faire, puisque bon, je ne vais pas revenir sur ces emplois ou sur la RAE, mais c'est aussi la valorisation des savoir-faire des personnes. Ça participe du processus de confiance en soi, hein, qui est initié dans l'accompagnement qu'on mène. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir se saisir d'un support qui mobilise des compétences des salariés qui viennent chez nous. Donc, une triple finalité, hein, pour ce projet autour du réemploi des matériaux: accompagner des personnes en situation de précarité vers l'emploi durable, former à de nouveaux métiers, créer des emplois, rendre service à la communauté, contribuer au développement durable sur le territoire, à l'économie circulaire, avec des objectifs ambitieux mais réalistes de réduction des déchets, de réemploi des matériaux. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été évoqués juste avant. Et puis proposer des matériaux à prix abordable pour l'auto-rénovation, l'autoconstruction et globalement tout type d'opération. Donc, on a mené une étude de faisabilité qui devait nous permettre d'affirmer le potentiel du projet, de préfigurer et de positionner l'offre de service sur la chaîne de valeur émergente, et puis d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser le projet, étude qui a été financée par l'ADEME, le Fonds de développement de l'inclusion et Saint-Brieuc Agglo, donc l'État. Voilà, donc l'étude s'est distinguée en deux volets, je ne vais pas rentrer dans le détail: un diagnostic territorial, comprendre ce qui se fait sur le territoire et identifier un peu les acteurs, et puis la partie faisabilité, où là c'était vraiment dessiner les contours d'une offre de service en fonction des besoins identifiés sur le territoire. À l'issue de cette étude, trois éléments ont émergé. L'intérêt d'ouvrir une recyclerie des matériaux sur un modèle ACI sur le territoire. Deux, proposer une offre de service en entreprise d'insertion en dépôt sélective. Et puis 3, voir pour un accueil tri-valorisation en déchetterie. Bon, politiques publiques en matière d'insertion font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on se repositionne. Notre atelier chantier d'insertion, aujourd'hui, mène des activités de dépôt sélectif. On a conduit déjà plusieurs opérations. Voilà. Donc en fait,
Pour la mise en place d'un chantier de dépose sélective, en fait, notre démarche, vous l'avez compris, hein, elle s'est déroulée en 3 grandes étapes. D'abord, une étude de faisabilité. Ensuite, on a mené plusieurs expérimentations. C'est vraiment des opérations en réel, hein, qui a permis de se tester et puis d'évaluer un petit peu à la fois les aspects de méthodologie, les aspects de sécurité, les aspects de modèle économique. Et puis là, aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement avec une opération là qui démarre la semaine prochaine avec la mairie de Pléguien dans les Côtes-d'Armor, et puis une autre opération là qui est en émergence, mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que le devis n'est pas validé, donc on verra ça plutôt à la rentrée. Les principaux enseignements, et c'est là-dessus que je voulais insister, j'arrive au bout de ma présentation, c'est qu'il n'y a pas de petit chantier de dépôt sélectif. C'est-à-dire qu'on a eu voilà, des premiers chantiers expérimentaux. On voit bien que ce soit en matière de sécurité et d'organisation, on a parlé à la fois de la taille d'un gisement qui suppose effectivement la capacité de stockage. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe, c'est quelque chose qui se regarde avec les autres acteurs de l'opération, les autres entreprises. Ça demande pas mal d'anticipation, pas mal d'organisation. Et aussi sur le volet sécurité, on parle de permis feu, on parle voilà, d'un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut quand même s'outiller, notamment quand on ne fait pas ce métier-là exactement au départ. Ça renvoie au deuxième aspect, hein, donc se préparer, s'entourer, se former. Se préparer donc avec un travail autour de l'organisation du chantier, le balisage du chantier, l'étiquetage, des éléments à déposer, du zonage pour les zones de retrait, les zones de stockage, les zones de départ, tous les aspects de sécurité à la fois sur le plan administratif, j'ai parlé de permis feu, mais aussi bien évidemment sur tout le volet EPI. Sur le plan administratif, il y a aussi toute la dimension DURP, PPSPS, etc. qu'il faut bien construire. L'outillage et puis la préparation du chantier. S'entourer, c'est des compétences à aller chercher, ça a été dit, hein, il y a des compétences sur le territoire. Donc voilà, il y a des acteurs aujourd'hui avec lesquels on peut travailler et avec lesquels on travaille très bien. Il y a le repère avec qui on a pas mal travaillé, il y a Bâti Récup, il y a Murmure Réemploi avec lesquels on travaille beaucoup là sur une opération. Donc voilà, c'est des compétences qui sont là, qui sont complémentaires et qui sont intéressantes à aller chercher. Et puis se former, évidemment. Il y a la formation TVRB. Certains d'entre vous, quand je vois les participants là, l'ont déjà faite, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a abordé ça comme on a pu, c'est-à-dire voilà, avec notre connaissance des métiers du bâtiment. Et par contre, on a souhaité avoir l'appui, par exemple, de Mathieu Siroux du Repère, qui est venu voilà, avec nous organiser les chantiers et conduire les éléments de dépose. Et puis le dernier point, c'est le diagnostic ressources, un outil central duquel il ne faut pas s'écarter parce qu'on a eu l'expérience, notamment sur ce qui était un petit chantier de dépose, mais qui n'en était pas un. Voilà, il faut s'en tenir à ce qu'il y a dans le diag, terminé, pas aller au-delà parce qu'au-delà, ça peut poser des difficultés d'exposition au plomb, à l'amiante, par exemple, qui sont pas des petits sujets, qui engagent une responsabilité importante de la part des employeurs et à mettre à l'épreuve malgré tout parce que ce qui est toujours intéressant, c'est de faire quelques tests de dépose avant de prendre des engagements sur des capacités, sur des volumes à déposer, bien s'assurer que ce qui a été ciblé est déposable, préservable et dans les quantités qui ont été ciblées. Je reviens juste sur ce qu'a dit Benoît juste avant. Effectivement, dans la dépose, il n'y a pas que la dépose. Il y a la dépose, il y a l'acheminement d'un point A à un point B sur le site du chantier, qui est un enjeu en soi, notamment sur des gros chantiers, et puis évidemment le conditionnement de manière à ce que le transport se passe le mieux possible. Donc la dépose, c'est tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour ce retour d'expérience et ce témoignage. Je propose qu'on prenne quelques questions, réactions. Voilà, n'hésitez pas à le faire avec votre micro et votre caméra et voilà, à présenter votre structure à ce moment-là, si vous avez des questions. Il y a parmi les participants d'autres structures qui ont commencé, qui commencent, qui ont déjà expérimenté ce type d'activité, donc n'hésitez pas aussi à apporter un retour d'expérience complémentaire. Voilà, je vous laisse prendre la parole, celles et ceux qui le souhaitent. C'est l'enjeu aussi de ce temps. Oui, Benoît, pardon. Oui, tu évoquais la partie formation.
quelle énergie, quel temps il t'a fallu pour former, alors j'imagine que tu as formé plutôt les encadrants qui après s'appuient sur les salariés en parcours d'insertion. Donc voilà, cette montée en compétences, qu'est-ce que ça représentait? Et de la même façon, la montée en compétences des salariés en parcours d'insertion, est-ce que c'est complexe? Est-ce que tu arrives à démarrer sur des missions moins compliquées et après les faire monter en compétences sur autre chose? Je pense notamment sur la dépose. En fait, on a procédé de deux manières, hein. On s'appuie sur l'encadrant technique qui a une grande connaissance des métiers du bâtiment, qui a fait toute sa carrière dans le bâtiment. Donc, elle sait comment on monte une cloison, elle sait comment constituer cette cloison, comment la porte est fixée à l'intérieur, par exemple, la question de la dépose d'une porte. Mais c'est insuffisant et c'est la raison pour laquelle, quand on a abordé ces chantiers-là sur le champ expérimental, on a sollicité l'appui du repère pour qu'ils viennent avec nous sur le chantier. Et ça consistait en quoi? Ça consistait à une formation in situ, quoi. C'est-à-dire, on avait plusieurs sujets qui nous paraissaient complexes ou techniques et on a invité donc le repère à nous aiguiller là-dessus. Donc, ça a pris la forme d'une formation, voilà, in situ. On n'est pas sur la feste non plus, mais on est sur une formation qui consiste vraiment sur le chantier à identifier voilà, des sujets complexes et à voir comment ils peuvent être traités. Ça, c'est pour la partie encadrante technique, mais en fait, c'est difficile de dissocier les deux parce que parmi comme je l'évoquais, hein, parmi les salariés qu'on accompagne, il y en a qui ont un parcours de vie professionnel avec des métiers qu'ils maîtrisent parfois très bien et sur lesquels, en fait, il y a pas beaucoup de travail à faire à notre niveau. C'est-à-dire que les sujets, ils sont ailleurs sur les problématiques sociales, sur les problématiques de santé, de logement, etc. Malgré tout, les compétences, elles sont là et je pense notamment à notre premier chantier qu'on a fait avec le repère sur une maison individuelle à Ploua. On avait à ce moment-là un salarié qui était un ancien menuisier et donc qui savait très bien comment démonter des menuiseries extérieures. Et donc, on s'est appuyé sur ses compétences à lui. Et donc, l'intérêt aussi, c'est de bouger un peu les lignes par rapport à ça. C'est-à-dire que l'encadrant technique reste dans la supervision sur le chantier, mais n'est pas forcément l'expert technique par rapport à un sujet. Et ce décalage dans les rôles, il faut l'assumer, il faut le gérer. Ça n'a posé aucune difficulté là en l'occurrence, mais ça a permis aussi à la personne, voilà, de valoriser un savoir-faire. Et comme je le disais, ça participe activement quand même du processus de remise en confiance. Sur des chantiers plus importants, je pense au CFA de Plérin qu'on a fait avec l'entreprise Saint-Nicole et avec le repère aussi sur la partie notamment exutoire. Là, l'intérêt, c'est qu'il y avait l'entreprise de démolition qui était là aussi et qui était très intéressée par la démarche. Et ça a été l'occasion d'une collaboration voilà, pendant la durée du chantier avec voilà, des échanges de bons procédés pour pouvoir mener cette dépose préservante. Et donc, on voit que, en tout cas, c'était notre posture au départ. On n'a pas, comme l'idée, c'était plutôt de créer une entreprise d'insertion pour mener ces activités-là. Le chantier d'insertion était mobilisé surtout voilà, pour essayer de gagner en compétences, pour voir comment on pouvait monter ces choses-là. Et donc, on a vraiment abordé les choses de manière progressive et d'un point de vue expérimental, en essayant de border tous les aspects autour, mais de façon à pouvoir avancer voilà, progressivement. Et ça se construit. Le chantier suivant qui s'est fait à l'Excaf, quant à lui, là, il y avait une entreprise de démolition qui travaillait. On était à l'aise avec les différents sujets, il n'y avait pas de complexité. Par contre, là, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait une exigence très importante sur le plan administratif en termes de sécurité, ce qu'on n'avait pas rencontré auparavant. Et ce que peu d'acteurs, en fait, pour avoir fait le tour des autres acteurs, avaient rencontré de leur côté, notamment autour de la sécurisation du chantier, du permis feu, etc. Donc, ça a été l'occasion aussi pour nous de nous questionner sur la manière dont on amenait de l'outillage, comment cet outillage était utilisé sur le chantier, etc., quoi. Voilà. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Laurent avant qu'on passe au témoignage suivant? D'autres questions ou témoignages d'ailleurs?
Moi, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est-à-dire que en fait, c'était pas forcément un choix que de pas faire la formation TVRB, c'est plutôt que ça s'est fait un peu comme ça. On a été sollicité. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais sur les premières opérations, comme on avait lancé l'étude de faisabilité, qu'on avait à Société Partenaire, on a tout de suite une visibilité par rapport à ça, et très très vite, on nous a proposé des chantiers. Donc, en fait, il a fallu, on s'est dit, bah oui, allons-y, on va s'organiser pour les mener. L'idéal aurait été plutôt de former l'encadrant technique avant, d'avoir un processus plus construit de ce point de vue-là, mais à chaque fois, c'était des opérations pour lesquelles il fallait se mobiliser sous 10 à 15 jours pour pouvoir faire le chantier. Et donc, il a fallu s'adapter. Et c'est la raison pour laquelle j'avais soulevé ce point-là de s'entourer, d'aller chercher des compétences, en l'occurrence là du repère, pour pouvoir mener ce chantier. J'avais une question à ce sujet-là, justement. On voit bien qu'il y a quand même un sujet d'anticipation des maîtres d'ouvrage sur le développement de la dépose sélective. Comment ça chemine là dans les futurs chantiers? Il y a une prise de conscience, c'est intégré davantage dans le rétroplanning, il faut vraiment prospecter en amont, Alors, surtout s'il y a par exemple une mise à l'épreuve du diagnostic ressources avec tout ce que ça peut représenter encore comme temps de préparation. Moi, ce que je mesure aujourd'hui, mais il y a peut-être d'autres structures là qui pourront témoigner de ça, hein, c'est que ça demande effectivement un énorme travail de préparation sur 2 opérations sur lesquelles je travaille actuellement, celle qui va démarrer la semaine prochaine à Pléguien et on vous propose de visiter dans le cadre du processus là. La maîtrise d'œuvre connaît le repère et donc a sollicité très tôt dans le processus. C'est une maîtrise d'œuvre qui est déjà sensibilisée à cette démarche-là. Et donc, avant même que... Là, en fait, on est dans le cadre de la consultation du projet en tant que tel, mais on a été sollicité, nous, en amont du démarrage de l'opération, pour pouvoir effectivement procéder à la dépose sélective. Alors, d'une part, faire le diag ressources, donc ça, c'est le repère qui l'a fait. Et puis, identifier ce que nous, on est en mesure de déposer. Donc, on a listé ce qu'on savait faire, travailler sur les exutoires. Et puis très vite, la maîtrise d'œuvre nous a dit: «Mais il y a aussi les menuiseries extérieures» et donc là, typiquement, nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et donc ils l'ont intégré dans leur lot de démolition, curage et donc ça, c'est quelque chose qui est intégré. Donc là, on a une vraie anticipation. Une autre opération sur laquelle on travaille avec Murmure, sur Saint-Brieuc, là, de la même façon, c'est une opération de démolition. Il n'y a pas encore eu de consultation sur la démolition. Par contre, on a déjà fait le diag ressources, on a déjà présenté les résultats de ce diag ressources, on sait déjà ce qu'on va aller déposer, on a déjà des repreneurs. On est vraiment dans une phase là, c'est un cycle beaucoup plus vertueux que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et du coup, on n'est pas pris dans une temporalité là qui est pas adaptée pour pouvoir mener un chantier comme celui-là. Et puis, dernier exemple, on a été sourcé, mais je crois que Retrilogue aussi, sur un futur appel d'offres là qui va sortir à Saint-Brieuc. Et donc là, on a vraiment un lot zéro avec un diag ressources, avec donc un lot zéro dépôt sélective auquel les acteurs de l'insertion seront amenés à répondre là dans les prochaines semaines. S'il n'est pas sorti, je crois pas qu'il soit sorti encore. Donc là, vous parliez de prise de conscience, je pense qu'on est là-dedans. Je pense qu'on est là-dedans. Et puis nous, il faut peut-être qu'on fasse aussi attention sur les sollicitations, à pas se retrouver en difficulté. Je pense à l'opération du CFA de Plérin, elle a été très intéressante cette opération, ça a très bien fonctionné. Et malheureusement, on a été sollicité tardivement. Et en fait, ce qui aurait pu être valorisé aurait pu être beaucoup plus important si on avait été sollicité plus tôt, parce que comment dire, le processus de démolition avait commencé. Et donc, il y a un certain nombre de matériaux qui sont partis à la benne. Voilà. Mais bon, voilà, mais c'est une pratique qui est en émergence. Donc chacun doit trouver aussi son fonctionnement, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, les entreprises de démolition, enfin tous ces acteurs-là. Et nous, on doit apprendre à se positionner. C'est une nouvelle, on parle de lot zéro, donc c'est un nouveau lot qui émerge dans le processus, qui permet, qui incite en fait les uns les autres à bouger un petit peu pour pouvoir valoriser ce qui peut l'être. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer au témoignage suivant pour qu'on ait bien le temps. Voilà, on est encore ensemble jusqu'à 15h30, mais du coup, pour avoir le temps de bénéficier également du témoignage de Laetitia Pamard, donc de la recyclerie Matelot qui est basée à Vannes.
Et donc, qui est une recyclerie de matériaux, donc une recyclerie spécialisée, donc autour de l'activité de collecte et de vente, qui n'est pas une structure en insertion, mais on a fait le choix, voilà, on trouvait ça intéressant aussi de présenter l'activité de la structure au-delà de l'insertion pour montrer comment ça fonctionne. Voilà, et il se trouve que par ailleurs, c'est voilà, une personne issue de l'insertion, qui a un parcours d'insertion qui travaille au sein de cette recyclerie. Donc, c'est intéressant aussi de voir en termes de compétences développées et de débouchés. Donc, je vais laisser Laetitia présenter le projet, la façon dont c'est mis en place, comment fonctionne l'activité et voilà, comment ça peut se mettre en place au sein d'une structure de l'insertion. Merci Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Donc Laetitia Pamard, donc je suis Matelot, c'est le nom de la recyclerie. Donc à Vannes, on a ouvert en janvier 2023, donc janvier dernier. Et la structure porteuse donc, de cette recyclerie est l'association Économie Circulaire 56, dont je suis la cofondatrice depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc voilà, donc Matelot, c'est principalement un appel à projet, rapidement la genèse, un appel à projet de l'agglo de Vannes en 2020 pour une recyclerie généraliste avec un pôle matériothèque. On y a répondu, on a été sélectionné. Cependant, cet appel à projet a été annulé entre deux pour des raisons XY. Et au cœur de cet appel à projet, il y avait une mise à disposition d'un bâtiment. Et comme on le sait toutes et tous, l'allocation ou l'acquisition d'un bâtiment est un peu le nerf de la guerre de notre modèle économique. C'est ce qui coûte le plus cher, hein, ça a été dit un peu plus tôt dans ce webinaire. Et du coup, tout était annulé. Donc, janvier 2021, les personnes techniques de l'agglo, des services de l'agglo reviennent vers nous et nous demandent de porter en propre la totalité du projet. Donc, ça veut dire rechercher un nouveau bâtiment, un nouveau lieu et d'emporter la location. C'est plus tout à fait le même business model pour le coup. Et on a mis 1 an à trouver un local. Donc là, aujourd'hui, on a 700 mètres carrés avec 100 mètres carrés de bureaux et 600 et quelques mètres carrés de hangar, où on a donc investi dans des racks pour pouvoir mettre les matériaux un peu en stockage vertical pour gagner un peu de place. On a aussi un pont à bascule pour réceptionner les matériaux et les peser en lien direct avec le logiciel GDR, qui est l'équivalent d'un logiciel de gestion de stock. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça, mais voilà. Ce qui nous permet donc de valoriser notre activité et également de mettre en place un catalogue numérique de tout ce qu'on a en magasin, ce qui permet donc de le diffuser à tout le public via nos réseaux sociaux, donc notamment Facebook. Parce que les personnes, du coup, ils viennent avant de venir, ils viennent voir un petit peu, c'est vraiment en temps réel de ce qu'on a. Donc, ils vont voir le catalogue, un peu voir ce qu'on a, et puis après, ils passent chez nous. On a 2 demi-journées d'ouverture, les mercredis, vendredis après-midi, et le samedi, toute la journée. Et pour ce faire, donc, on a recruté une de nos bénévoles initialement, donc Elena Guégan, qui est la coordinatrice du lieu de Matelot. Elena est issue d'un parcours d'ingénieur environnement. Et puis, nous avons recruté, donc moi j'avais expérimenté aussi l'année dernière des chantiers de dépose sélective. Et lors de ce premier chantier, en lien avec une structure d'insertion, j'avais fait appel à Néo 56 qui a une ETTI. Et j'avais 15 à 20 personnes sur le chantier avec moi pour mener cette mission à bien. Et c'est là que nous avons rencontré Franck. Et Franck donc, a accepté de venir chez nous au sein de la recyclerie, puisqu'il arrivait en fin de parcours d'insertion. Et donc, nous, on a souhaité ne pas être agréé insertion, parce que nous, notre premier biais, ce n'est pas l'insertion, le volet social, mais bien le volet environnemental. Et après, effectivement, on a des valeurs qui nous tiennent à cœur et qu'on met en place en action au travers d'actions sociales, mais ce n'est pas le cœur de notre métier à nous.
du projet en tout cas. Et donc, du coup, on s'est proposé plutôt en structure passerelle, dans le sens où on crée souvent des synergies et des complémentarités d'action avec des structures d'insertion du pays de la Glode-Van. Et voilà, on travaille plus en collaboration, coopération, plutôt que d'en être une de plus. Et voilà, donc on accueille Franck qui apparemment se plaît bien chez nous parce qu'il a re-signé un contrat d'1 an en 3/4 temps. Et l'avantage, c'est que Franck, on l'a senti aussi évoluer et il touche à tout. C'est-à-dire que du dépôt des particuliers, on s'adresse aux particuliers et aux professionnels. Donc il accueille les dépôts comme il accueille le public, il fait la caisse aussi, il s'occupe de la caisse. Et puis après, il conseille les particuliers comme les professionnels sur les éléments de vente. Donc voilà un petit peu la diversité. Il fait plein de propositions et suggestions aussi de modalités d'agencement des différents éléments qui nous arrivent. Parce que donc on a développé une collecte sur les chantiers de dépose sélective lorsqu'il y en a. Donc moi, j'ai développé une autre société à part, une SAS qui s'appelle L'eau zéro de dépose sélective. Et j'ai réalisé quelques chantiers de dépose sélective. Et donc là, Matelot arrive en point de collecte une fois les matériaux en pied de chantier et bien conditionnés. Donc d'ailleurs, il y a une collecte prochainement, la semaine prochaine. On accueille aussi les dépôts des artisans, et puis donc particuliers, artisans principalement, mais également des fournisseurs de matériaux professionnels ou type adressés comme Castorama, comme voilà, aux particuliers. Et voilà, des stocks dormants, des fins de série, pour dire ça comme ça, de référence, ou en termes, ou même un type légèrement dégradé. Donc du coup, on peut accueillir ça. Donc ça nous fait une variété un petit peu de matériaux un petit peu semi-neufs, neufs, et de réemploi véritablement. Pour ce faire, du coup, avec Elena et Franck, on fait des recherches de prix sur Internet ou catalogue, des magasins limitrophes, et on fait une moyenne un petit peu du prix à neuf de chaque matériau. Et en fonction, donc, soit il est neuf, soit il est en réemploi, et donc suivant sa vétusté, on met une fourchette de prix, on divise au moins par 3 en général. Pour le neuf, c'est plutôt 50% du prix neuf. Et puis, et du coup, ça nous permet d'accompagner le public. On n'a pas choisi d'être en prix libre, complètement libre, parce que le public est très vite perdu à notre sens. Et par contre, on prix accompagné, donc on met une fourchette de prix, et c'est en discutant, du coup, ça amène de la discussion, ça amène de la sensibilisation, et c'est ça qui est intéressant aussi avec les personnes qui viennent en boutique. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je pense qu'on peut passer aux questions, ça peut être sympa, et je compléterai en fonction des demandes du coup. N'hésitez pas à poser vos questions effectivement à Laetitia. Ce qu'on trouvait intéressant dans la présentation de ce type d'activité, c'est qu'au sein de neurocyclerie et de matériaux, il y a effectivement une diversité de tâches, de missions à accomplir. Donc, ce qui peut être intéressant quand il y a une équipe un peu plus grande aussi qui est en place, et du coup, il y a la possibilité de tourner sur les différentes missions. Et l'autre aspect qui est intéressant aussi dans ce retour d'expérience, c'est de montrer aussi que les coopérations entre acteurs de l'ESS et structures d'insertion existent déjà, puisque vous, Économie Circulaire 56, vous avez effectivement travaillé avec Néo 56 sur votre territoire. Il y a eu d'autres expérimentations autour de Quimper, je crois, entre Avec le Repair et Dafarma. Cyclope et Prélude. Voilà, dans le Nord Finistère, il y a des coopérations qui se développent autour d'un collectif de 5 acteurs au sein duquel on retrouve Tribord, dont Benoît a présenté les activités tout à l'heure, et également Don Bosco avec un chantier d'insertion qui s'appelle Tibat. Enfin, voilà, les coopérations commencent aussi à se structurer. Donc, il y a déjà des expériences qui ont eu lieu. Et du coup, c'était intéressant aussi d'avoir ce retour-là. Peut-être qu'il y a des questions à Laetitia sur l'activité plutôt vente.
recyclerie de matériaux, comment elle se met en place? Il me semble également que parmi les participants, il y a d'autres représentants de recyclerie de matériaux euh, qui se trouvent être en insertion. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir votre point de vue, votre regard, votre témoignage. Je ne sais pas si vous le souhaitez. Bonjour. Simon Dubus de la Matériothèque, association Styrélène à Dinan. Du coup, bonjour à tous. Je me sens concerné par votre dernière phrase. Alors voilà, nous, on a plus une appellation matériothèque, voilà, plutôt que recyclerie. Juste pour le contexte, on va proposer une visite de la matériothèque courant juillet. Il faut encore qu'on cale la date. Je pense que ça devait être évoqué. Oui, effectivement, bah, nous, alors moi, juste pour le contexte, je viens d'arriver à la matériothèque depuis 3 mois. Je suis en remplacement d'un congé maladie et du coup, visiblement, d'ici 2 à 3 mois, je ne serai plus présent. Néanmoins, depuis 3 mois, j'ai pu voir un peu comment fonctionnait la matériothèque. Et effectivement, on est une structure en insertion. On travaille plus avec des fournisseurs de matériaux type Leroy Merlin ou d'autres fournisseurs de matériaux de bricolage. Nous, on a une équipe un peu plus étoffée. On a 7 personnes en insertion avec un encadrant technique, donc moi-même. Et jumelé à notre matériothèque, on a également un espace couture et repassage qui permet à une autre encadrante technique de mener à bien ses tâches avec également une équipe de 7 personnes en insertion. Donc voilà, donc là, un peu dans les propos de ce que disait Madame Pamard, je retrouve un peu des thématiques qu'on a à la recyclerie. Néanmoins, par rapport à la charge de ce que vous évoquiez comme tâche que vous aviez, effectivement, je trouve que votre équipe est quand même super restreinte. Nous, on a un encadrant plus 7 personnes en insertion et les thématiques, les améliorations et autres sont en permanence mis sur le devant. Je ne sais pas comment vous faites. Est-ce que vous êtes prochainement à essayer de développer le nombre de salariés que vous pouvez avoir ou en progrès, enfin voilà, en amélioration au niveau de votre personnel, parce que je vois pas du tout comment vous pourriez faire, enfin comment vous faites là avec tout le stock, toutes les activités que vous avez avec si peu de personnel. Eh ben, on aimerait bien, mais comme on a une seule subvention qui va se terminer l'année prochaine pour nous aider à payer le loyer, on a à peu près un fonctionnement à 9 000 € par mois, avec juste un temps plein et un 3/4 temps. Donc, du coup, à aujourd'hui, comme on a ouvert la recyclerie qu'en janvier dernier, le chiffre d'affaires ne nous permet pas en fait de faire plus d'accueillir plus de salariés. Donc, le restant des personnes œuvrant au sein de Matelot, tels que moi par exemple, je donne un bon mi-temps facilement, et ben, on est bénévole, tout simplement. Donc, tout le système administratif, communication, décisionnelle, gouvernance, ce sont des bénévoles, avec Aurélien Abel qui est le président, et Anne-Claire Poisson, la trésorière. Après, on met en place un groupe justement le samedi matin où quelques bénévoles nous rejoignent pour justement développer un petit peu d'autres activités. On a un développement d'ateliers au sein de la recyclerie, donc adressé aux particuliers comme pour faire de la sensibilisation au réemploi. On accueille aussi des collègues qui travaillent, qui sont les compagnons bâtisseurs, donc l'antenne de Vannes, dans nos locaux. Et donc, ils pratiquent des ateliers de Repair Café. Donc, bon, ils travaillent travaillent pas avec nous, mais on met en commun voilà, des locaux et puis des ateliers. Après, à aujourd'hui, moi, quand je suis sur un chantier avec des personnes, un chantier de dépose, je prends le camion, on mutualise aussi voilà, les outils, on mutualise le camion qu'on a acheté au sein de Matelot quand il n'est pas pris pour la collecte. Et du coup, c'est nous qui amenons les matériaux directement à la recyclerie. Et là, voilà, on s'entraide avec Franck et Elena.
Mais pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Il y a même des fois où Franck était une fois, ça a été, un après-midi entier où Franck était seul à la recyclerie et voilà, entre, des dépôts, des ventes et les passages, il s'en est très bien sorti. Il était content de lui-même et nous aussi. Donc mais voilà, on est au moins 2 par ouverture et puis après, bah, les autres jours où, donc Franck est là à 3/4 temps, il est dans l'agencement, il est, voilà, dans l'organisation interne. Mais non, non, pour l'instant, on s'en sort bien, avec si peu de personnes, effectivement. On verra s'il y a une montée en puissance. On s'adaptera. Ok, merci pour vos infos. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Je vais te libérer parce que je crois que tu avais une obligation à 15h30 et qu'on arrive effectivement à la fin du temps qu'on s'était donné pour ce webinaire. Merci en tout cas à Laurent et Laetitia pour leur témoignage. Voilà, pour clôturer ce webinaire, vous présenter effectivement la suite du parcours qui vous est proposé. Donc, on est encore en train de finaliser l'organisation des visites qu'on souhaitait proposer. Le but de ces visites, c'est vraiment de donner à voir justement les activités qu'on vient de vous présenter, de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les acteurs, échanger, voilà, voir concrètement, logistiquement, humainement comment ça se passe et comment ça s'articule. Donc voilà, les dates sont en cours de calage, mais donc a priori, il y aura la visite d'un chantier de dépose le jeudi 6 juillet de 14h à 16h à Pléguien. Donc ce sera avec l'association Adaléa qui a témoigné aujourd'hui. Et donc effectivement, Simon de Stereden vient de prendre la parole. Il y aura une visite de la recyclerie, donc la matériothèque de Dinan, qui sera proposée probablement le jeudi 13 ou le jeudi 20 juillet. Donc, on communiquera bien évidemment rapidement sur les dates de ces visites et sur, du coup, les inscriptions. Et ensuite, la troisième séquence de ce parcours, je vais laisser Franz peut-être reprendre rapidement la main sur ce troisième aspect de formation-action. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de conclure ce travail par une journée où l'enjeu est premièrement de reprendre en main un petit peu les enjeux assez rapidement, mais surtout de bien comprendre les activités qui peuvent être menées et commencer à prototyper des activités que vous pourriez mener. Donc voilà, on a prévu de faire un certain nombre d'animations, de travail de groupe, etc., pour que vous puissiez repartir de cette journée avec un cadre de départ de plan d'action. En tout cas, comme l'a dit Benoît, plutôt dans le webinaire, l'enjeu, c'est que, en fait, et le point de départ de notre réflexion, c'est de dire que les structures d'insertion bretonnes, elles ont des infrastructures avec du matériel, des outils, mais aussi des compétences en interne et entre dans l'encadrement des ressources humaines, et que tout ça, ça pourrait répondre aux besoins pour le développement du réemploi de matériaux, en tout cas, et dans cet objectif de coopération entre les différentes structures comme ça a été évoqué. Donc voilà, cette journée-là a pour but de pouvoir lancer ça et commencer un peu plus à se projeter. Et on vous propose de le faire à Redon. D'une part parce que Novia Formation est basée à Redon, mais aussi à côté, il y a la recyclerie Les Courbis qui permet aussi de faire des passerelles et qui sera aussi un moment de rencontre et de visite. Voilà, donc on vous tiendra informé là aussi de la date quand elle sera convenue et du lancement des inscriptions. On recommande, voilà, pour cette formation de, si possible, participer en binôme responsable encadrant technique. Voilà, ça nous semble intéressant d'avoir ce binôme à cette formation pour construire le parcours. Et voilà, avant de vous laisser, peut-être simplement vous repartager que la CRES Bretagne, donc avec l'ensemble des acteurs du réseau qui vous a été présenté aujourd'hui, a produit d'autres ressources, d'autres outils aussi, si vous souhaitez voilà, continuer d'approfondir le sujet, de vous former, de vous outiller. Vous retrouverez un panorama des acteurs et des ressources du réemploi des matériaux des bâtiments, donc qu'on vous partagera suite à ce webinaire et qui se trouve également en ligne. Et il y a également eu 3 webinaires
circulaire, donc un cycle de webinaire sur l'économie circulaire en ESS, dédié au réemploi des matériaux du bâtiment. Donc voilà, si vous souhaitez là aussi approfondir un petit peu les enjeux qui vous ont été partagés aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux intervenants et intervenantes d'avoir partagé leur expérience et leur connaissance de la filière et des enjeux. Si vous souhaitez par ailleurs avoir un échange à propos de ce parcours sur votre projet, n'hésitez pas à nous solliciter, à envoyer, à vous adresser à moi, donc Mathilde Ry, ou à ma collègue Bettina Gandon, nous sommes deux à la Crête Bretagne à travailler sur ces enjeux-là. Pour nous, c'est aussi l'occasion de faire connaissance, d'échanger avec vous, de bien identifier les acteurs et les dynamiques d'acteurs sur les territoires. Et ça nous permettra d'échanger aussi sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et donc, à l'issue de ce webinaire, dans la semaine prochaine, on vous renverra le lien d'enregistrement, les supports de présentation et les informations sur la suite du parcours. Et je vous souhaite donc à toutes et tous une très bonne fin d'après-midi. Et merci encore. Merci, à bientôt. Une bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée également. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.